Voilà, moi je fais une recherche ethnographique dans des prisons de femmes en Belgique. Ethnographique, c'est-à-dire que j'utilise la méthode de l'observation participante en étant sur le terrain donc plusieurs jours par semaine, essayant d'être le plus proche possible du quotidien de l'institution, des personnes, des contextes qu'on étudie, par une immersion vraiment de long terme. Comme disait Vinciane, j'ai commencé d'abord par une partie exploratoire sous forme de stage avec ICARE, et puis de façon plus autonome sur le terrain, ce qui m'a permis du coup d'accéder à des places assez différentes et donc à des données en fait qui étaient assez différentes et complémentaires en fonction de la place que j'avais sur le terrain et la façon dont j'étais perçue sur le terrain. Moi, dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse avant tout aux interactions sociales entre les différents acteurs, actrices dans les prisons de femmes, et puis en ce moment principalement à l'adaptation des pratiques, des normes, des représentations dans une période de réforme et de transformation du paysage carcéral belge. Mes thèmes d'analyse principaux, c'est les questions de genre et les rapports à l'espace en détention. Donc la santé, ça ne fait pas vraiment partie de mes objets centraux. Je ne suis pas experte sur le sujet, donc je suis ravie qu'on puisse dialoguer après et que vous puissiez compléter aussi tout ça avec vos propres expériences. Mais donc, voilà, au cours de nos discussions avec Rachel, on se rendait compte qu'on avait accès à des données qui étaient assez différentes et complémentaires et que, en fonction des accès qu'on avait au terrain, moi, ma présence sur le terrain me permettait d'observer et de questionner ces enjeux de santé dans cette dimension vraiment sociale, relationnelle, dans les interactions. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'a invitée à présenter ici. Et donc, ici, je vais parler de réflexion. J'ai été relire un petit peu toute cette récolte de données, mais aussi ça se base sur des réflexions partagées avec des membres de l'équipe d'ICARE, et donc pas uniquement dans les établissements dans lesquels moi je me suis rendue, mais aussi dans différents établissements. Et il y a un biais quand même que je dois mentionner, c'est que j'ai assez peu de contact avec les membres des services médicaux, et donc ça se passe d'autres acteurs et actrices qui participent à ce tissu social de la santé en prison. Donc, comme on l'a vu avec Rachel, on est dans un système de soins qui est assez carencé en prison, où les collaborations interprofessionnelles sont assez complexes. Un constat partagé d'un échec de la prison en termes de santé, avec une institution qui non seulement ne remplit pas ses objectifs, mais qui souvent empire aussi la situation à la fois sociale et de santé de son public. On a des freins directs à l'accès aux soins, manque de personnel, à la fois médical et de surveillance, donc manque de temps, fatigue importante, manque de financement, de formation spécifique, etc. Tout ça, on a déjà abordé, en ayant bien sûr en tête que ici, on ne cherche pas à cibler des responsabilités individuelles des personnes individuellement, même s'il y a beaucoup de tensions interpersonnelles sur le terrain, mais qui sont plutôt liées à des fonctions qu'aux individus en tant que tels. Mais c'est vraiment des problèmes qui sont assez structurels. Mais on a aussi une multitude de freins qui sont plus implicites à l'accès aux soins et qui sont à comprendre dans une dimension plutôt sociale, émotionnelle, à la fois dans le vécu et dans les parcours individuels des personnes incarcérées, et puis dans la complexité des relations sur le terrain. Alors, des chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur les pratiques de santé et sur le recours aux services de soins en prison ont mis en évidence qu'il y a une diversité d'usages et de pratiques de santé mises en place par les détenus, que ce soit des recours ou même des non-recours aux services de soins qui peuvent prendre de multiples formes, et on remarque qu'il y a des motivations diverses aussi au-delà des questions de santé à recourir ou à ne pas recourir à l'offre de soins dans la prison, et parfois indépendamment de la qualité du coup de cette offre. On a à côté des motivations classiques du coup en termes d'amélioration de santé, de soulagement, etc. Accéder aux espaces de soins, ça peut être aussi l'occasion de sortir de cellules, d'occuper son temps,
d'être évalué positivement, que ce soit par les autres détenus, par les agents pénitentiaires ou par les personnes qui vont évaluer en termes d'aménagement de peine, etc. D'être vu comme quelqu'un qui est actif dans sa détention, qui prend en charge sa santé. Ça peut être l'occasion de retrouver un espace un peu moins carcéral autour du soin relationnel. Et puis de la même manière, on peut comprendre le non-recours aux soins aussi dans sa dimension relationnelle et contextuelle et leur difficulté d'accès par des freins indirects. Donc sur le terrain, on voit qu'il y a quand même un manque de confiance dans des membres du service médical qui est assez fort, un manque de confiance qui peut concerner la protection du secret médical, mais aussi des relations assez conflictuelles, avec l'impossibilité de choisir son médecin comme on pourrait le faire à l'extérieur en cas de conflit. Une mise en doute aussi des compétences professionnelles des services de soins et puis des situations de gêne, d'embarras qui peuvent pousser certaines personnes à une sorte d'autocensure, d'auto-privation de soins. Il y a aussi, par exemple, dans le cadre de maladies contagieuses, les maladies contagieuses, ça peut aussi être vu, évidemment, ça a des implications en termes de santé, mais aussi des implications sociales. Pour les détenus, c'est un risque d'exclusion sociale assez fort. Et du coup, ça peut pousser certaines personnes à éviter de recourir aux services de soins en prison par peur d'éveiller les soupçons en allant très régulièrement dans les services médicaux, de « ah tiens, peut-être qu'elle est malade et contagieuse ». Dans le cas des extractions médicales, il peut y avoir la crainte du regard, un sentiment de honte à l'idée d'être menotté publiquement, etc. Il y a une sorte de mise en scène très sécuritaire qui peut vraiment être un frein. Et donc on a beaucoup de détenus qui refusent, qui préfèrent remettre à plus tard une opération après leur libération, ce qui implique évidemment des risques éventuels. Puis on peut aussi imaginer la peur d'impacter négativement les autres ou la crainte de représailles, parce qu'on sait que pendant les extractions médicales, il y a moins de personnel dans la prison puisqu'il faut du personnel pour accompagner le ou la détenue. Et donc la prison se retrouve à l'arrêt pendant ce temps-là, dans un cas déjà de manque de personnel. Et donc voilà, on peut avoir des personnes qui ne veulent pas faire des extractions médicales par peur de représailles ou d'impacter les autres. Il y a aussi l'idée que la demande de soins peut être associée à une forme de faiblesse et donc rejetée par certains hommes principalement dans un cadre d'hyper-virilité. Voilà. Et puis auprès du personnel médical, on observe qu'il y a une frustration qui est fort présente, aussi qui se devine notamment dans les conflits qu'on voit sur le terrain, à la fois avec les détenus et avec d'autres professionnels. Ce qui est mentionné, c'est par exemple les conditions de travail compliquées du fait du manque de personnel, une faible reconnaissance dans le métier, des tâches répétitives, beaucoup d'administratifs et des tâches peu valorisantes. On parle parfois de bobologie. Des soignants estiment être sursollicités pour le moindre petit symptôme qui, à l'extérieur, n'amènerait pas une consultation médicale. Et puis là, du fait d'être en prison, on irait directement. Et donc, voilà, certains expriment qu'ils doivent faire face à l'impatience des détenus qui voudraient tout de suite. Et des démarches qu'ils auraient trop longtemps délaissées à l'extérieur. Et donc, ils leur retomberaient dessus. Et donc voilà, il y a des frustrations qui sont exprimées à ce niveau-là. Puis on peut aussi supposer un agacement, le sentiment d'être instrumentalisé, notamment par tous ces sortes d'usages détournés des services médicaux, comme j'ai expliqué avant, autres que l'impératif de santé du coup, et qui viendraient biaiser cette relation de soins et engorger les services. Et donc voilà, il y a une frustration qui est exprimée de ce côté-là aussi. Mais ce qui conduit du coup certains professionnels de soins à adapter leurs pratiques, à mettre en place des sortes de stratégies pour faire le tri, pour désengorger et qui peuvent être assez problématiques. Le fait de mettre en doute du coup la validité de la demande, pour le fait d'être beaucoup sollicité pour cette bobologie dont on parle, des petits symptômes qui seraient du coup voilà, qui sont sous-estimés, et puis du coup qui impliquent une sorte de cercle vicieux
avec des détenus qui ont tendance du coup à exagérer le trait pour être cru, et donc bah, voilà, on doit en rajouter, faire des mises en scène, etc., pour être pris en compte. Mais du coup, ce qui alimente encore plus ce truc de soupçon, exagération, etc. Et donc un peu un cercle vicieux à ce niveau-là. Il y a des pratiques d'évitement aussi par les soignants de certains lieux, de certains moments, parce que du fait que ces services soient engorgés, le moindre croisement entre des membres du service médical et des détenus peut être un peu détourné comme une sorte de consultation informelle, comme le moment de la distribution des médicaments aux portes ou le fait de se croiser dans les couloirs. Et donc, certains vont avoir tendance à juste éviter le plus possible des croisements à ce niveau-là, ou des stratégies de ralentissement, de découragement des détenus, comme tarder à recevoir des détenus qui sursolliciteraient les services médicaux. Et puis, on observe aussi dans certains établissements mixtes une dimension de genre assez stéréotypée, avec un service médical qui privilégierait en tout cas les hommes, qui préférerait voir les hommes, là où, voilà, on a des médecins qui disent qu'ils préfèrent voir 10 hommes plutôt qu'une femme, parce que les hommes sont directs, droit au but, alors que les femmes, elles essayent d'amadouer, de manipuler, elles ont besoin de tout expliquer en détail, etc. Et donc on a des professionnels qui ont tendance à faire passer les femmes en dernier, ce qui a évidemment des conséquences, et toutes ces pratiques-là, ça renforce le ressentiment des détenus à l'égard des services médicaux, et donc ces relations assez conflictuelles entre ces acteurs. Donc on voit qu'on a des multiples dimensions sociales, contextuelles, relationnelles, toute une série de représentations qui sont portées sur les différents acteurs et actrices du milieu carcéral et qui influencent à la fois les pratiques, le recours ou le non-recours aux soins par les détenus, mais aussi les pratiques professionnelles des soignants. Et pour comprendre ces pratiques et pouvoir y répondre de façon adéquate, ça requiert évidemment une connaissance et une prise en compte des spécificités à la fois de la personne et du milieu carcéral, des conditions d'existence, du parcours de la personne, de son vécu, etc. Et toutes ces informations, elles sont très difficilement accessibles en fait par les soignants, par les membres des services médicaux, et donc ça souligne tout l'intérêt de pouvoir mettre en place des collaborations avec des acteurs et des actrices qui elles et eux, ont une connaissance beaucoup plus élargie du quotidien des détenus. Alors, à ce niveau-là, on voit qu'on a toute une multiplicité d'acteurs et d'actrices qui participent à se faire santé en prison. C'est là qu'interviennent beaucoup plus d'acteurs qui indirectement, qui participent à se faire santé, mais qu'on n'identifie pas directement comme tels. Parce qu'en fonction de la place qu'on a sur le terrain, des lieux auxquels on accède, de la variété des interactions auxquelles on assiste, on a accès à des dimensions tout à fait différentes du quotidien et des besoins des personnes détenues, à des connaissances complémentaires qui peuvent du coup éclairer la prise en charge sanitaire de la personne. Donc il y a cette dimension de circulation qui est assez intéressante. On a d'un côté les détenus qui ont une circulation du coup très limitée, qui peuvent assez peu bouger. Le service médical qui est dans ces locaux très fixes aussi dans la prison. Et donc en fait on a des personnes qui ne circulent pas, et donc c'est impossible en fait d'avoir accès à toute cette densité d'informations qui permet d'éclairer la prise en charge. Et donc c'est important d'avoir des personnes ressources qui peuvent faire office de passeurs de frontières. C'est un terme qui était revenu dans vos deux présentations. Et de médiation entre les deux. Des personnes qui sont présentes au quotidien et qui ont accès à plus d'informations, mais qui peuvent aussi rediriger, orienter les personnes. Alors, dans mon PowerPoint, j'ai mis 2 acteurs, mais il y en a plus que ça, évidemment. Sur mon terrain, il y a donc 2 acteurs qui se distinguaient principalement, mais 3 même, parce qu'on peut considérer aussi les aumônières ou les travailleuses occultes. On a les agents, on a Aiker qui a une posture particulière et aussi du fait d'être vraiment dont la mission centrale est la santé, donc ce rôle est évidemment essentiel.
On a d'un côté les agents qui peuvent incarner des ressources importantes dans l'accès aux soins, dans le faire santé. C'est les premières personnes en fait à voir au quotidien les détenus, à voir leur évolution, leurs besoins, etc., à recevoir leurs demandes, à être témoins de leurs états émotionnels, de leur détresse. Et les agents sont aussi en circulation constante, ce qui permet d'avoir accès à cette multiplicité d'observations qui peuvent éclairer cette prise en charge en matière de santé. Et puis les agents jouent aussi un rôle important dans la régulation de l'accès aux soins, parce que sur base de leurs observations, mais aussi des représentations potentiellement stéréotypées qui sont portées sur les détenus, ils vont juger l'importance et la légitimité de la demande et peuvent à la fois faciliter l'accès de la personne détenue aux soins, mais aussi la complexifier. Et donc, mais on observe que voilà, il y a beaucoup d'agents qui mobilisent des acteurs comme iCare ou qui vont voir les services médicaux, mais qui en tout cas relayent les demandes, signalent des inquiétudes, etc. auprès des professionnels de santé. Donc on a quelques collaborations qui se mettent en place. Par exemple, un agent qui expliquait avoir fait barrière en fait physiquement à un médecin à la sortie de la prison en disant en fait non, vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas vu tel détenu, et donc il prenait vraiment en conscience, en considération la souffrance de la personne et qui voilà, a mis un point d'honneur à ça. On a des agents qui appellent les services médicaux constamment, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils acceptent de prendre en charge des détenus. Et donc les agents peuvent vraiment jouer une ressource pour favoriser cet accès aux soins. Puis on a la posture assez particulière d'iCare sur le terrain. iCare qui a un rôle clé par sa proximité avec les détenus, sa présence quotidienne, et puis une bonne connaissance du milieu des différents intervenants et intervenantes sur le terrain. Et donc ils peuvent jouer ce rôle d'intermédiaire avec les agents notamment. Et les conseillères de culte aussi jouent beaucoup ce rôle de médiation ou d'information. Ce qui est intéressant, c'est que iCare est beaucoup mobilisé en fait de toutes parts, à la fois par les agents pour aller voir différentes personnes quand ils sont préoccupés par leur état de santé ou leur état émotionnel, par des détenus qui se font du souci pour d'autres détenus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces demandes, souvent, c'est un peu de manière discrète en disant pas trop visibilisé en fait. J'aimerais bien que vous alliez voir telle personne, ce serait bien d'aller voir telle personne, mais ne dites pas que ça vient de moi. Donc il y a un peu toujours ce côté où en fait on prend des risques dans la collaboration entre les différentes personnes, différents services. iCare est beaucoup sollicité aussi de l'extérieur, à la fois par des proches, par d'autres associations, par des professionnels de soins à l'extérieur pour mettre en place des suivis ou favoriser le suivi de la personne, parfois même par des avocats ou des avocates. Et puis, voilà, iCare, en fait, du fait de circuler un petit peu partout, peut faire connexion et un petit peu happer de toutes parts pour une multiplicité de fonctions différentes. Et donc, par son adaptabilité, c'est un peu cette image du couteau suisse, Vinciane en parlait aussi, et pour toute demande relative à la santé élargie, aux soins et au bien-être. Et, pardon, je me perds dans mes feuilles. Et puis, ce qui est amusant aussi, c'est de voir que iCare est, enfin pas spécialement amusant, mais est sollicité aussi par des détenus pour toute une série de demandes de soins et de santé, par exemple pouvoir avoir des masques de sommeil, du dentifrice, des compléments alimentaires, des teintures capillaires, des crèmes hydratantes, des tests de grossesse, des préservatifs, une multitude de demandes. Il y a aussi d'autres acteurs comme la commission de surveillance ou d'autres services qui sollicitent parfois iCare pour des fonctions médicales. Bon, pardon, je ne suis pas encore au cœur de la présentation, je vais activer. Bon, bref, tout ça montre qu'il y a une certaine confusion des rôles aussi, mais qui montre avant tout les carences, en fait, les besoins pour lesquels personne en fait, n'est mandaté ou n'est prévu pour y répondre. Et donc, iCare, à ce niveau-là, devient l'acteur de référence
tout ce qui a trait à la santé, mais aussi au-delà. Mais donc on voit en tout cas qu'il y a des solidarités qui se mettent en place et qui transcendent des clivages entre des groupes qu'a priori on opposerait, comme entre les agents et les détenus, et puis des collaborations entre des professionnels, mais qui, pour le moment, restent assez ponctuelles, informelles, et autour de cas spécifiques. Ces collaborations, elles sont encore timides, elles restent compliquées parce qu'elles présentent toujours une part de risque. On voit ça dans ce côté silence, d'aller solliciter, demander, mais par contre ne pas visibiliser, parce qu'elles engagent des enjeux relationnels. En fait, dans un milieu fermé et structurellement conflictuel, comme celui de la prison, avec des identités collectives fortes qui ont des intérêts parfois, souvent même contradictoires, et puis un milieu où le regard est omniprésent, tout se voit, tout se diffuse, la moindre interaction qu'on a est visible par les autres. Mais collaborer avec les uns dans cet environnement très, très clivé, c'est risquer aussi de se mettre en porte-à-faux avec les autres. Et donc ça demande d'être toujours un petit peu attentif à comment on se présente, comment on interagit, etc. avec les uns, avec les autres. Donc des solidarités et des collaborations qui restent avant tout dans le domaine de l'informel, avec une certaine confusion, des rôles qui ne sont pas clairs, aussi pour les agents, et un manque de clarté de ce qui relève de leur rôle en tant qu'agent ou pas en termes de santé, et donc qui va dépendre finalement avant tout de la bonne volonté des personnes et des relations, des bonnes relations entre les acteurs et les actrices. Et donc c'est important aussi, enfin on perçoit l'importance de formaliser cette attention à la santé et à la prise en charge globale auprès de tous les acteurs et pouvoir formaliser cette collaboration. Alors, cette collaboration, elle est aussi très complexe du fait de ces tensions entre professionnels qu'on a déjà mentionnées. Donc je rappelle qu'on est dans un contexte où on est face à des fonctions professionnelles qui sont assez peu valorisées socialement, qui témoignent d'un manque de reconnaissance. Et puis on est dans une période aussi de redéfinition de toutes ces fonctions, à la fois pour les agents, on a la réforme entre les agents d'accompagnement et ceux de sécurité. Au niveau des services médicaux, du personnel de soins, on a aussi cette réforme de soins qui arrive. Et donc on est un peu dans une période de flou qui implique une certaine confusion dans les rôles et le sentiment que ces frontières professionnelles sont de plus en plus fragilisées. En tout cas, cette crainte qui émerge. Et à ce niveau-là, la situation d'Aiker, elle est assez révélatrice, parce que dès son arrivée sur le terrain, les relations ont été assez rapidement compliquées avec des agents, ce qui n'était pas spécialement surprenant, mais ce qui était beaucoup plus surprenant, c'était justement cette conflictualité avec le service médical, puisque a priori, il y a le partage d'un objectif ou d'une mission commune qui est la santé. L'équipe a eu le sentiment d'être mal perçue, sa présence était vue sur place comme une intrusion. Puis progressivement, les relations se sont plus apaisées avec les agents, les équipes sont de mieux en mieux intégrées et acceptées, même si ça reste un peu de la négociation constante. Mais dans beaucoup d'établissements, les relations restent fort conflictuelles avec le service médical. Le dialogue est très compliqué. Il y a un peu ce sentiment d'une chasse gardée du personnel médical vis-à-vis d'autres acteurs de soins ou d'autres intervenants externes. Et en faisant cette recherche sur cette présentation, j'ai découvert les travaux de Marc Bessin et Marie-Hélène Lechien, que je vous encourage vivement à lire, qui ont travaillé donc sur les pratiques, les relations de soins dans les prisons françaises. Et en fait, j'ai vraiment été frappée par les similarités avec ce que moi j'observais sur le terrain. Donc ils ont notamment étudié en France les effets de la réforme des soins pénitentiaires de 1994, qui est similaire à celle qui se profile chez nous. Et donc ils ont décrit le climat de tension sur le terrain avec l'arrivée de ces nouveaux professionnels de santé hospitaliers dans la prison, qui sont arrivés avec toute une série de nouvelles pratiques qui décrédibilisaient du coup automatiquement les anciennes pratiques. Et un discours humaniste, une redéfinition de ce que doit être la santé en prison, qui valorise du coup la dimension sociale de leur métier et qui crée une frontière très nette entre l'espace et le domaine du soin, j'essaie d'aller à vite, et celui de la surveillance, de la sécurité. Donc leur arrivée avait été là aussi vécue à la fois par les agents et par les anciens soignants
comme une intrusion qui avait créé une sorte de choc des cultures très manichéen et très conflictuel, et une sorte de mise en concurrence des humanités, c'est un concept qui dans laquelle les anciens soignants se sentaient discrédités, où les surveillants se sentaient non reconnus dans la complexité de leur métier et relégués aux strictes missions de surveillance qui étaient du coup dévalorisées dans ce nouveau régime de valeurs, alors que ces nouveaux soignants avaient tout le bénéfice symbolique en quelque sorte d'une posture sociale de soins. Et donc tout ça, ça fait écho avec la façon dont ICARE, comme nouvel intervenant social en matière de santé, a pu ou est encore perçu par certains agents pénitentiaires et aussi probablement par les professionnels médicaux. J'ai moi-même un peu éprouvé cette situation sur le terrain en passant d'une posture de stagiaire chez ICARE, puis comme chercheuse autonome. Il y avait une certaine méfiance au départ quand j'étais assimilée à ICARE qui s'est estompée au fur et à mesure quand j'étais vue comme... quand cette casquette de travailleuse sociale a tombé. Et à travers les témoignages de certains agents qui m'exprimaient leur méfiance à l'égard de services externes, j'ai pris conscience de cette frustration. Certains qui disaient depuis que tous ces travailleurs sociaux sont là, en fait, on a plus de travail et on n'a plus le même lien qu'avant avec les détenus. Donc en filigrane, cette idée que les services externes auraient acquis le monopole de la posture de solidarité, tandis qu'eux seraient relégués juste au sale boulot sécuritaire et non reconnus dans la complexité de leurs fonctions. Donc on retrouve cette idée de concurrence des humanités en quelque sorte. Je vais clôturer par ça. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui voient la collaboration de façon tout à fait positive, qui en perçoivent les avantages, qui se disent soulagés de pouvoir déléguer la dimension d'écoute qui est prenante et chronophage à d'autres professionnels mieux formés. Certains estiment aussi que la présence des services sociaux externes, ça permet d'apaiser les tensions dans les unités. Et puis, certains aussi perçoivent la collaboration avec les travailleurs et travailleuses sociaux comme valorisante pour leur travail, en soulignant la dimension sociale et l'idée de contribuer au bien-être des détenus en étant attentifs à leur état émotionnel, leur état de santé et en relayant surtout ces informations. Donc on voit avec tout ça, en conclusion, que les conflits entre professionnels sur le terrain, avec l'arrivée de ces nouveaux professionnels ou les réformes qui sont aussi vues comme des menaces, ça soulève des enjeux très vifs autour de la reconnaissance des différents métiers et de la fragilisation de leurs frontières. Donc on voit que là-dedans, cette collaboration interprofessionnelle qui est nécessaire, pour pouvoir se faire, elle doit avant tout s'appuyer sur une reconnaissance mutuelle, la définition d'intérêt et d'un projet commun, mais aussi elle doit pouvoir servir la valorisation des différentes fonctions sur un terrain d'exercice commun. Une valorisation mutuelle pour ne pas être perçue comme une mise en concurrence du coup de ces différents services et comme une fragilisation de ces identités professionnelles. Et donc il ne suffit pas de juste formaliser ou réformer, mais plutôt mais aussi de réfléchir à ces enjeux de reconnaissance et de valorisation mutuelle. Voilà, je suis vraiment désolée pour ça.